Donc aujourd'hui, le thème de cette conférence, c'est oser la paix plutôt que d'avoir raison. Donc moi, je suis ravie vraiment de vous retrouver. Il y a des personnes, des visages, en tout cas des noms que je reconnais, des personnes que je ne reconnais pas. Donc si vous rentrez dans mon univers, vraiment bienvenue. Et vraiment, un grand merci de vous accorder ce moment. C'est important, je trouve, de comprendre vraiment ce qu'il se passe dans nos relations. Donc, c'est sûr que je vais parler des fois rapidement des exemples en couple, où je vais parler du couple, mais comme je le dis toujours, même si je parle du couple, tout est valable dans toutes les relations. Avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants et avec aussi nos relations professionnelles. Ce qui va se jouer, je vous donne juste une petite explication, c'est plus en général un niveau d'implication émotionnelle plus ou moins fort, bien évidemment. On n'aura pas la même implication avec notre conjoint avec qui on vit H24 et nos enfants, par exemple, s'ils sont partis et qu'on voit qu'une fois tous les 3 mois. Donc, bien évidemment, c'est important de travailler ça. Donc, moi, je vais vous demander encore une petite question. Est-ce que vous avez déjà remarqué la facilité qu'on peut avoir à nous disputer? Alors, j'utilise, c'est pas avoir des désaccords, là j'utilise le mot dispute, j'utilise le mot conflit, je vais utiliser même le mot peut-être se déchirer pour des sujets, des détails qui semblent, a posteriori, ou alors si quelqu'un le regarde de l'extérieur, vraiment dérisoires. Est-ce que vous avez vu quand même comment c'est particulier d'avoir une facilité à rentrer dans des conflits, des disputes? Et bien évidemment, là, je ne suis pas en train de vous parler des grands débats existentiels, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, on m'a souvent dit dans les repas de famille, on ne parle pas de politique, religion, parce que ça, c'est des grands débats où, voilà, politique, religion, moi, c'est des sujets qu'il fallait pas aborder. Moi, j'ai toujours eu ça. Mais en fait, il y a des sujets qui vraiment peuvent sembler vraiment dérisoires a posteriori ou vu de l'extérieur et pour lequel vraiment on va s'abîmer, on va se déchirer ou alors on va avoir des disputes qui vont aussi des fois perdurer. Et donc, par exemple, ça va être quoi? Ça va être de l'heure du départ, de l'heure d'un repas, de qui on invite. Je prends l'exemple des fêtes, mais en fait, on est bien d'accord que ça va aussi se jouer pour tout ce qui est les anniversaires ou même la liste de courses, hein. Je vais être très clair, hein, ou les dépenses. Vous voyez, il y a plein de sujets. Et en fait, il va y avoir une remarque anodine, par exemple sur l'éducation des enfants, ou le fait, ah mais t'as invité telle personne, mais t'as pas invité telle personne, qui va, cette remarque-là, anodine, qui va ruiner l'ambiance. Et du coup, pourquoi ces moments qui sont censés nous réunir ou nous faciliter la vie, par exemple de faire les courses et de choisir qu'est-ce qu'on va manger demain, viennent vraiment alimenter nos conflits et que ça devient épuisant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a votre vie et il y a les moments de stress. C'est dans ces moments de stress que souvent on glisse. Quand je parle des moments de stress, c'est un petit peu compliqué parce que vous pourriez me dire, ouais, mais Céline, dans le quotidien, je suis pas stressée. Enfin, ça va quoi. Ben, il suffit que vous soyez épuisé, fatigué, que votre cerveau tourne en boucle sur un sujet qui a peut-être rien à voir avec la personne, mais qui vient vous toucher pour que vous glissiez. Et en fait, en général, on glisse. Ça veut dire qu'on sort du terrain de l'amour pour rentrer sur le champ de bataille. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On finit par poursuivre un objectif qui n'est pas le bon. Et vous savez c'est lequel? C'est on cherche désespérément à avoir raison. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on veut avoir raison sur les faits, sur la méthode, sur qui en fait le plus, sur l'organisation, sur ce qu'il fallait dire, sur la gestion des budgets. Et la liste, vous la connaissez, elle est non exhaustive. Est-ce que ça déjà, ça vous parle? Est-ce que vous
vivez ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez vraiment pas envie de revivre ça? Dites-moi un petit peu. Ok, évidemment que ça vous parle. Super. Donc, moi, pourquoi je vous parle de ce sujet? Il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas encore, qui m'ont peut-être découvert juste par quelques épisodes de podcast. Donc, je vais prendre un tout petit peu le temps de me présenter pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je parle de tout ça. Donc, je suis Céline Domecq, je suis thérapeute spécialisée dans les relations de couple depuis 15 ans et j'accompagne les hommes, les femmes, les couples à vivre une relation plus épanouie et harmonieuse. Donc aujourd'hui, j'ai 43 ans, je suis la maman de deux jeunes enfants, je suis aussi belle maman et avec mon conjoint, on est en couple depuis plus de 10 ans. Mais ce qui m'a vraiment amené à accompagner les personnes en tant que thérapeute et surtout dans les relations, puis après, il y a le côté couple, ben, en fait, ça vient vraiment déjà de ma propre expérience professionnelle. Personnelle, pardon. Je suis divorcée, donc j'ai divorcé à l'âge de 31 ans, hein, donc il y a un peu plus de 12 ans. J'ai des parents qui ont divorcé depuis que j'ai 3 ans. J'ai eu plein de relations autant, et c'est pour ça que là, on va parler aujourd'hui de toutes les relations finalement, hein, vous allez voir, vous allez comprendre la dynamique. J'ai eu des relations autant amicales que familiales, que de couples qui ont échoué. Et en fait, depuis vraiment plus jeune, je cherche à comprendre les dynamiques relationnelles. Je cherche à comprendre pourquoi je et on rentrent dans des relations toxiques. Parce que, en tout cas chez moi, ce que j'ai observé, c'est que vraiment, les relations toxiques, j'étais la reine pour les trouver, les nourrir et les alimenter, hein, vraiment. Et donc, du coup, j'avais vraiment besoin de comprendre tout ce qui se jouait dans ma vie. Du coup, j'ai cherché et je continue encore aujourd'hui, même après 15 ans d'expérience, à m'informer, à me former continuellement et à essayer de trouver un équilibre et de sortir le plus possible de toutes ces relations toxiques que je peux vivre encore aujourd'hui. Et mon objectif, bah, c'est vraiment de vous aider, vous aussi, à cheminer sur ce sujet. On va parler des fêtes, on va parler de tous les événements. En fait, on va parler de vos relations. Et vous allez pouvoir regarder, comme je parlais tout à l'heure de certains rôles, et ben vous allez même pouvoir prendre du recul en disant, waouh, attends, mais ce rôle-là, je l'ai vraiment souvent au boulot avec telle personne ou pas avec telle personne. Vous allez voir. Donc, je vous invite vraiment à poser un regard sur vous. L'objectif, c'est qu'en comprenant son propre mécanisme interne, et donc là, je ne vous demande pas d'aller comprendre le mécanisme de l'autre en face, c'est vraiment du vôtre, et ben vous allez voir comment votre propre mécanisme va impacter la relation. Et en prenant déjà le recul, en observant et en ayant les bons outils, hein, ça c'est vraiment ce que j'ai lu aussi, que vous allez chercher à mieux comprendre comment faire, eh bien ça va se répercuter dans vos relations, il y aura beaucoup moins de difficultés et il y aura bien évidemment beaucoup moins de souffrance. Et ça, moi, c'est mon objectif. Vous allez vite le comprendre, quelle posture j'adore avoir dans ma vie, même si j'essaie d'en sortir, puisque vous allez voir que il faut vraiment en sortir. Mais moi, j'aimerais que tout le monde vive des relations heureuses et que tout le monde soit heureux et qu'il y ait vraiment de moins de souffrance. Donc, l'autre aspect aussi pour lequel je combats vraiment la transmission, et c'est pour ça que je veux donner de plus en plus de conférences, c'est pour ça que mon podcast aussi existe, c'est que je suis persuadée vraiment enfin, je le vois, c'est pas que je suis persuadée, c'est que on nous apprend pas à être en relation, et encore moins être en relation de couple. On nous apprend pas, on nous apprend par contre à débattre, à avoir un avis tranché, à juger. Je fais une petite parenthèse, mais si vous regardez un petit peu pour ceux qui sont en France notamment, en ce moment, waouh, les propos sont tenus, les propos sont déformés, les propos sont malveillants.
les propos sont jugeants, et en fait, enfin, je trouve que la communication là est vraiment mais à l'encontre de l'exemple qu'on devrait avoir. Et encore plus pour les personnalités, par exemple, qui sont publiques. Et vous allez le voir dans quel point ces personnes-là, elles rentrent dans des postures qu'on va retrouver comme persécutrices parce qu'elles n'ont pas le même point de vue qu'une personne ou qu'une autre. D'accord? Et donc, du coup, on nous apprend vraiment à débattre, à vouloir avoir raison, et en fait, à n'importe quel prix, et à juger. Et ça, pour moi, c'est ce qui vous fait aussi glisser sous l'effet du stress, le jugement. Et moi, j'ai envie que tout le monde, si vous avez la possibilité, sorte de ça, parce que c'est source de souffrance. Alors maintenant, je vais vous partager une vérité qui va être peut-être difficile à entendre, mais qui est libératrice. Celle-là, vous pouvez la noter. Dans un couple, en famille, avec les enfants, avec les amis, et même au travail, on est d'accord, je parle des relations. Et particulièrement donc en période difficile, tendue, stressante, on ne peut pas avoir raison et être heureux en même temps. Ceux qui venaient dans cet objectif, mais moi je vais avoir raison et je serai heureux ou heureuse, c'est foutu. Donc, on va falloir travailler différemment. Ch- euh, il va falloir choisir. Vouloir avoir raison à tout prix, ça veut dire quoi? C'est accepter de perdre un peu de la relation à chaque victoire. Sur un champ de bataille, on est d'accord, hein? S'il y en a un qui veut gagner, il y a des morts, hein? On gagne jamais, et c'est pour ça qu'il y a des guerres, d'accord? On gagne jamais tant qu'il y en a un qui n'a pas cédé, hein? C'est je veux avoir raison, c'est moi qui ai raison. Pour comprendre pourquoi dans les relations, nous finissons par vouloir avoir raison plutôt que d'être en paix, ben, il va falloir regarder ce qui va se jouer souvent à votre insu, à mon insu. Et en psychologie, l'angle qu'on va voir aujourd'hui, il y a toujours plein d'angles hein, dans les relations, d'accord? Moi aujourd'hui, je vous en développe un qui est pour moi hyper important, c'est ce qu'on appelle, on rentre dans le triangle dramatique, le triangle de Cartman. Lorsqu'il y a des difficultés dans la relation, un des aspects, et je nuance toujours en disant que c'est un des aspects puisque nous sommes des êtres humains, nous avons plein de mécanismes, d'accord? Ce n'est pas que ça qui va abîmer la relation, ce n'est pas que ça qui va faire qu'il y a des conflits. Aujourd'hui, on voit un des aspects, c'est d'aller voir comment je rentre dans un rôle qui s'appelle soit celui du sauveur, soit celui du persécuteur, soit celui de la victime. Et ça, souvent, cette dynamique du triangle dramatique, je vais l'appeler comme ça aujourd'hui, c'est plus simple pour moi, c'est créé par des échanges négatifs. Ça commence toujours par ça. Et ces rôles sont épuisants dans la relation. Il y a de la frustration. Et surtout, ça nous laisse l'impression de tourner en rond. Donc, il y a trois rôles, il y a trois positions que vous pouvez avoir sur une situation. Et aujourd'hui, je ne vous demande pas de vous identifier dans l'une ou l'autre posture avec une étiquette qui est gravée dans le marbre. C'est pas ça. Si vous faites ça, vous allez vous planter à l'avenir pour reprendre ce qu'on va voir la responsabilité. Je commence à m'agacer sur une situation, d'accord? Sur cette situation qu'on va appeler par exemple l'heure du départ, ok? On prend, vous sentez que ça commence à monter, cette situation, je peux, en l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes, passer d'un rôle à l'autre. Ça, je veux vraiment que vous le compreniez. C'est très important. On va avoir tendance à avoir des rôles préférés. Ça, c'est ce que je vous en ai parlé. Par exemple, moi,
très souvent, et c'est ce qui m'impulse le plus dans mes relations, c'est de rentrer dans la posture de sauveuse dans mes relations, que ce soit avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes clients. J'ai tendance à avoir vraiment ce rôle. Je le sais. Alors bien évidemment que vous allez voir que je mets en place les stratégies pour ne pas rentrer là-dedans dès que je le vois. Ça, c'est quelque chose qui est chez moi depuis toute petite. Mais face à l'heure du départ, quand personne n'est prêt, je peux vous assurer que je peux passer en persécutrice et que je peux passer aussi en mode victime. Et vous allez voir les exemples que je vais vous donner. En l'espace de 5 minutes, hein, ça peut être très vite. Donc, généralement, on les utilise tous, ces rôles. Vous ne pouvez pas... Enfin, je vais pas vous donner d'ordre, parce que ça, c'est mon côté persécutrice. Mais je vous demanderai vraiment à la fin de cette conférence de ne pas commencer à me dire, ah mais moi, à vous dire, ah mais moi, je ne fais que ce rôle-là et je ne fais jamais les autres. Vous ne pouvez pas faire ça. L'être humain va avoir tendance, dès qu'il glisse dans ce triangle, à aller voir tous les rôles de manière inconsciente. Pour d'autres, ça sera conscient. Sur Internet, vous allez trouver ce fameux triangle dramatique avec, j'ai oublié de faire l'image, je vais vous faire un petit dessin. Ça, c'est les lives. Hop là. Je vais vous le faire super bien pour que vous voyez quelque chose qui est très, très, très important. Hop là. Vous voyez le triangle? Ça, c'est le triangle dramatique. Ça marche? OK? Vous allez trouver cette forme-là sur Internet avec la pointe en haut. Toutes les personnes qui font la pointe en haut, ce sont des personnes qui ne se sont pas renseignées correctement sur ce fameux triangle dramatique. Le triangle se passe comme ça, la pointe est en bas. Et en fait, hop là, je vous explique. V pour victime, S pour sauveur, P pour persécuteur. Si, à un moment donné dans le conflit, il n'y a pas de victime, en fait, il n'y aura pas les deux autres rôles. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est très important. C'est pas un triangle comme ça, le triangle dramatique. Genre, on s'appuie sur le sauveur et le persécuteur et le triangle, il est super stable. Non. S'il n'y a pas de victime, tout se casse la gueule. Le triangle n'existe pas. Donc les vraies personnes qui ont fait des vraies recherches sur le triangle de Cartman et le triangle dramatique, c'est comme ça la bonne représentation. Autre chose, on va voir aussi certaines images où les côtés, il y en a qui vont être plus grands que d'autres. Par exemple, un triangle isocèle. Non, les trois sont exactement de ma même longueur. Pourquoi? On ne peut pas dire qu'il y a un rôle qui est plus bénéfique ou plus toxique qu'un autre. Les trois ont la même valeur. Ça, pour moi, c'est très important. Je suis un petit peu rigoureuse sur ça. C'est mon côté. J'ai un background scientifique, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et au-delà que j'adore la psychologie, il y a un moment donné, quand on commence à désinterpréter des modèles qui ont été développés par des grands chercheurs et tout, moi, je suis pas fanat des personnes qui vont trop simplifier, mais surtout qui vont enlever la racine. Donc, la pointe est placée pour le bas pour montrer l'instabilité de la figure. Si elle devait être physique, ça se casserait en fait. C'est très important. Donc du coup, ce que je veux, c'est qu'on prenne un instant pour regarder ces rôles vraiment avec beaucoup de douceur, s'il vous plaît. Personne ne se lève un matin. Mes clients ne se sont jamais levés un matin en me disant « Oh Céline, aujourd'hui, j'ai décidé d'être un vrai tyran. » En féminin? Non, un tyran, une tyranne. Ouais, bon, bref. Une dictatrice, moi j'aime bien utiliser ce mot-là. Ce matin, j'ai décidé d'être une vraie dictatrice envers ma conjointe ou mon conjoint. On ne se lève pas le matin en se disant ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On se lève pas le matin en disant
Alors ça arrive quand même. Ah, tout le monde me veut du mal. Ça, c'est le côté un peu victime. Ça, il y a des personnes qui aiment bien démarrer les journées comme ça. OK? Mais en même temps, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, waouh, je me lève ce matin et j'ai envie de passer une super bonne journée agréable et des bons repas de fête. Et on se dit pas, ah ouais, ouais, super, hein. Alors, si vous vous le dites, travaillez ça. Je vois ma belle-mère, elle m'a fait chier depuis 10 ans, donc du coup, je vais aller lui pourrir son repas de Noël. Bon, dites-vous bien que si vous rentrez dans cette énergie-là juste avant de passer la porte du repas familial, repensez à la conférence qu'on va voir. En tout cas, ces rôles, c'est quoi? De la douceur, ce sont des mécanismes de défense. Ce sont des mécanismes que nous avons construits pour gérer le stress, pour gérer la peur de ne pas être aimé, pour gérer notre besoin de contrôler les choses. Donc vraiment, attention, ces rôles ne vous déterminent pas. Ce n'est pas votre identité. Ce n'est pas qui je suis. Et très souvent, on va rentrer dans ces rôles face à une situation bien précise. Et ça nous fait souffrir. Je reprends l'exemple d'une situation qui peut souffrir, qui est, moi je suis prête, j'ai demandé à ce qu'on parte à 19 heures et je vois que mon mari, ma belle-mère, mes enfants, ou au boulot, hein, on projetait sur tout ça, personne est prêt, besoin de contrôle, je vais aller rentrer dans un de ces rôles. C'est vraiment ça. Et donc, il faut aussi admettre et comprendre que vous n'êtes pas tout le temps dans l'un de ces rôles. À nouveau, c'est très important. Là, tout de suite, je ne suis pas dans un rôle ni de sauveur, ni de persécutrice, ni de victime. Avant de manger, j'ai passé une soirée agréable avec mes enfants. L'un de mes enfants n'était pas d'accord avec moi. J'ai pas commencé à rentrer là-dedans. OK? Donc on n'est pas dans un rôle ou un de ces rôles tout le temps à 100% dans notre journée. Et aussi, ce qu'il faudra comprendre, c'est que c'est toujours plus facile, vous qui êtes présents, parce que les absents ont toujours tort, mais ceux qui sont présents ou qui écoutent cette conférence en rediffusion, vous aurez toujours plus de capacité, de facilité à identifier le rôle que va prendre l'autre en face dans la relation. Petite précision, pardon, je reprends mon triangle. Quand je vous dis qu'il y a trois postures, il y a trois rôles, il n'y a pas trois personnes, hein. C'est deux personnes. Il y en a un qui va se mettre en posture de victime. En face, je vais déclencher soit le rôle de sauveur, soit le rôle de persécuteur. Soit des fois, je suis direct en mode sauveuse parce que je veux tout faire pour que tout le monde soit à l'heure pour le fameux dîner. Je peux déclencher en face du persécuteur et du victime chez une des personnes. Ce triangle se joue entre deux personnes. Il y a aussi de très mauvaises interprétations par rapport à ça. Par contre, ça ne veut pas dire que je n'aurai que ce triangle. Si vous êtes 10 à table, vous pouvez déclencher ce triangle avec les 10 personnes. Mais c'est un triangle par personne. Juste, est-ce que ça c'est clair? Et est-ce que déjà la présentation de ce triangle, je vais rentrer dans le détail des rôles dans un instant. On va voir vraiment les trois postures et tout ce qui se passe. Et comme je le disais, on va le faire avec beaucoup, 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 beaucoup de non-jugement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Euh, Est-ce que c'est clair déjà la présentation de ce système qui fait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de conflits? Je vous laisse le temps et s'il y a des personnes qui ont des questions, vous pouvez déjà commencer à les écrire afin que je les reprenne tout à l'heure. Sauf s'il y en a une qui va vraiment là, mais sinon je reprendrai toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure aussi dans le chat. Très clair, merci, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas Donc oui, c'est clair, ouais, génial. Et est-ce qu'il y a des personnes, non, je connaissais pas, ou oui, je connaissais, mais c'est juste pour...
voir qui répond à quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas ce triangle de Cartman? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissaient aussi? Dites-moi un peu si vous connaissiez ou pas. Ça me laisse le temps que chacun puisse écrire sa question. Je connais un peu. Ok. Je ne connaissais pas. Super. Génial. Je connaissais, mais c'est bien de rafraîchir avec mon éclairage. Ouais, j'adore moi aussi. J'apporte un autre angle et j'adore. Piqûre du rappel. Ok. N'oubliez pas là, si vous avez des questions, vous prenez le temps de les écrire. On voit les rôles maintenant. La posture de victime. On a bien vu, le triangle souvent ne peut pas exister s'il n'y a pas la posture de victime. Donc on commence par ça. Déjà, je vais vous proposer d'oublier l'image caricaturale de la personne qui pleure dans son coin. Alors ça va exister chez les jeunes enfants. Et puis je boude. Ça me fait penser vraiment à mon fils qui de temps en temps aime bien être là-dedans. On ne sait pas ce qui se passe. Et puis voilà. Nous, en tant qu'adultes, bien évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. La victime, et je vais parler en termes de part de nous. À nouveau, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas que ça. Ok? Donc, la victime, c'est cette part de nous qui va se sentir sincèrement dépassée. Et souvent, le message, l'histoire que se raconte cette part de nous, c'est trop pour moi, je ne vais pas y arriver seul. Ce qui va se jouer en réalité, c'est que souvent, notamment les personnes qui ont une grande sensibilité, souvent c'est le public aussi que j'ai, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi parler un peu de cette grande sensibilité, ça va être des personnes qui vont avoir peur aussi de mal faire, d'échouer. Et du coup, pour se rassurer, elle va inconsciemment se mettre en position basse. Elle va minimiser ses capacités pour attirer l'attention ou l'aide de l'autre. Donc, ça ne sera pas forcément, comme je donnais dans mon exemple, ouais, tout le monde, personne ne m'aime, vous m'écoutez jamais quand je vous demande d'être prêt à 19 heures. Ça peut être des soupirs répétés. Ça peut être des phrases, de toute façon, avec moi, ça ne marche jamais. Et puis, il va y avoir aussi une autre façon insidieuse de rentrer dans ce triangle via la posture de victime, c'est ouais, mon chéri, ma chérie, de toute façon, toi, tu sais tellement mieux faire que moi. Tu devrais t'en occuper. Ou heureusement que tu es là, je serais perdue sans toi. Donc, par exemple, pour ceux qui travaillent, ceux qui vivent ça en entreprise, vraiment, allez voir un petit peu quand il y a une personne qui arrive en face de vous et qui tienne ce genre de discours, ce genre de posture. Le danger quand on est dans cette posture, c'est que en refusant de prendre votre pleine puissance, la victime, la part de vous qui fait la victime, on va rallonger mon discours, elle va finir par stagner dans sa relation et surtout, elle va rester dans la dynamique que le bonheur doit venir de l'extérieur. Et surtout, elle va finir par agacer ceux, euh, allez, elle va agacer en plus les personnes chez qui elle cherche le soutien. Et du coup, ça va créer en même temps ce fameux rejet qu'elle redoute. Donc la posture de victime, c'est pas une posture. Il y a des personnes, j'ai déjà entendu, même en thérapie de couple, des personnes qui me disaient ouais, enfin moi c'est facile d'avoir cette posture. Mais en fait, c'est pas une question, de nouveau, on sort du jugement, c'est pas une question que ça soit facile ou pas cette posture. C'est que de toute façon, derrière chaque posture, il y a une souffrance, mais c'est des fois, on ne se rend pas compte. Et alors, s'il vous plaît, hein, commencez pas à dire, ah ouais, t'es en train de rentrer dans ta posture de victime, c'est bon, sors-y, hein. Vous n'êtes pas là pour être le juge de l'autre, hein. S'il vous plaît, hein, ça c'est très important. Ok? Donc ça, c'est vraiment la posture de victime. Voilà un peu la dynamique qu'elle met en place. Le sauveur. Le sauveur, et vous allez bien le comprendre, c'est le rôle le plus valorisé socialement.
Donc moi, en effet, quand je vous dis que de temps en temps, voire même très souvent, c'est facile pour moi de prendre la posture de sauveuse, bah en fait, il n'y a jamais personne qui va me dire, ouais, Céline, c'est mauvais ça. Et pourtant, en fait, c'est ça qui est un vrai piège. Souvent, quand on est dans cette part de nous qui veulent être sauveurs, enfin veulent, on est bien d'accord comme c'est inconscient, c'est pas une vraie volonté, mais vous comprenez, dès que vous rentrez dans cette posture, généralement, à ce moment-là, on est généreux, on est altruiste et on veut que tout le monde aille bien. Moi, vraiment, ce soir, j'ai envie que tout le monde aille bien. Je peux commencer là, à glisser dans ma posture de sauveuse, hein. Attention, hein. Mais en fait, ce qui va vraiment se jouer, c'est que souvent, il va y avoir une peur viscérale du vide ou de l'inutilité. La personne qui rentre dans cette posture de sauveuse à certains moments de sa journée ou de certaines situations se sent souvent exister que à travers ce qu'il ou elle fait pour les autres. Et inconsciemment, c'est si je ne suis pas utile, je ne suis pas aimable. Il y en a que ça parle. Moi, je vous le dis, hein. J'ai besoin de me sentir utile tout le temps. Et donc, ça va être, en effet, des mécanismes subtils au quotidien. Je prends les exemples. On anticipe les besoins que personne n'a exprimés. J'ai rangé ton cartable, hein, mon chéri, hein. T'en auras besoin. Alors que le gamin, il a 10 ans et qu'il sait très bien le faire. On va prendre un exemple dans le couple. Je t'ai préparé ton repas pour ce soir. Alors qu'en fait, monsieur avait dit, je sais pas, hein, que, il avait pas faim. Mais je prépare quand même le repas. Parce que je sais pas quoi faire d'autre. Je me sens utile. Pour d'autres, ça va être, ça aussi on les connaît bien, ça c'est les copains, les copines, ceux à qui on va demander conseil mais pas vraiment. Mais par contre, il y en a qui ne se gênent pas de dire, non mais en fait, tu dois faire comme si avec ton manager, tu dois faire comme ça avec tes enfants. Ah, tes enfants, ils devraient écouter plus. Vous voyez là le repas de famille des fêtes de fin d'année où on commence à critiquer l'éducation, où, ah, t'aurais pu repasser hein, ta chemise pour être plus présentable. OK? Donner des conseils non sollicités, c'est pour ton bien. On rentre dans la posture du sauveur. Et c'est aussi vraiment une incapacité à laisser l'autre se débrouiller. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le déresponsabilise ou on l'infantilise. Le danger, quand on est dans ce rôle-là, c'est qu'on finit toujours par s'épuiser. Et cet épuisement va se transformer en amertume. Et c'est là que souvent naît la phrase terrible: après tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis sûre que vous la connaissez, cette phrase. Bah, du coup, vous allez créer, quand vous êtes là-dedans, le sauveur, vous créez involontairement aussi de la dépendance chez l'autre. Pour s'assurer quoi? Que vous aurez toujours un rôle à jouer. C'est bien au clair ça, c'est bien clair ça. Puis il y a le troisième rôle, le persécuteur. Alors le mot, il peut faire un peu peur. D'ailleurs, je reprends ma casquette recherche et vérité. Ce n'est pas un triangle victime-bourreau, sauveur. Le vrai triangle de Cartman s'appelle victime, persécuteur, sauveur. C'est important. Parce qu'en plus, dans le terme bourreau, il y a la maltraitance. Et donc, tous ceux qui vous parlent de ce triangle sous cette forme, je suis désolée, ils ont transformé un mot. J'ai la justesse des mots à certains moments, et ce n'est pas être un bourreau. Être un persécuteur, c'est par exemple quelqu'un qui a simplement très peur du chaos. Je reprends mon exemple de on va arriver en retard. Ça va être vraiment, toute façon, t'es toujours en retard, t'es jamais prêt, tu ne m'écoutes jamais. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, derrière, j'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur d'être coincé dans les embouteillages, donc je vais rentrer dans ce rôle-là, à cet instant-là. Et c'est quelqu'un aussi, ça, je le connais aussi plutôt pas mal, hein, vous avez vu hein, déjà mes deux casquettes sur lesquelles moi, déjà, je peux vite aussi switcher, hein, c'est des exemples aussi un peu personnels hein, que je vous donne.
Mais souvent, c'est des personnes qui ont les standards élevés, des valeurs fortes, et qui va paniquer quand les choses ne se passent pas comme prévu. Je suis la championne pour ça. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est la part de nous qui est angoissée et qui va tenter de reprendre le contrôle par l'autorité ou la critique. Et inconsciemment, c'est si je ne suis pas dur, autoritaire, par exemple avec les enfants ou les jeunes enfants ou avec d'autres personnes, hein, ça peut être aussi au boulot, tout va s'effondrer. Ou alors, ça va être dans le même discours, il n'y a que moi qui a le sens des responsabilités ici. Ça, c'est vraiment la posture du persécuteur. Et donc les signes au quotidien, ça va pas forcément être des cris, c'est juste des fois un ton sec, cassant. Souvent, on va utiliser le mot aussi toujours ou jamais. Ça, c'est important. Et pour certaines personnes, ça va être l'ironie mordante. Le petit commentaire dévalorisant sur l'éducation des enfants. Et en fait, derrière, c'est lâché d'une façon où c'est une vérité absolue. Le danger derrière ça, en voulant imposer ma vision juste, si vous voulez imposer votre vision juste quand vous êtes dans ce rôle, vous allez écraser la relation. Là, pour le coup, le vouloir avoir raison va ressortir dans toute sa splendeur. Parce qu'en fait, la personne, à ce moment-là, dans cet instant T, dans ce mécanisme de défense, va penser qu'il doit éduquer ou corriger. Mais en fait, vous n'allez faire que braquer l'autre. Et donc, par exemple, la personne qui est en posture de victime en face, bah, elle va se complaindre encore plus dans le rôle de victime. Et par exemple, si elle venait sur un sujet, alors on reprend l'histoire de l'heure, si le partenaire dit non mais ça va, plutôt victime, donc c'est pas de ma, voilà, c'est pas de ma faute, je trouvais plus mes chaussures, j'essaye un peu hein, de vous donner un exemple. C'est pas moi qui les range, hein, bah voilà. Mais en fait, bah tu dois faire ci. Quand tu rentres du travail, tu dois les ranger comme ça. Vous voyez, le persécuteur, il va installer vraiment sa vision juste de ce que l'autre doit faire de telle façon. C'est même plus des conseils, c'est tu dois faire. Et du coup, ça va être un rôle, quand on est là-dedans, où on va vraiment axer l'autorité, l'obéissance. Mais du coup, on perd le lien avec la personne. Et du coup, ce qui est aussi très important, c'est que donc, comme je le disais, je le répète, on tourne dans ces rôles. Je peux commencer le début de la situation en posture sauveur, je vois que rien tourne, je vais passer en persécuteur et je peux même jusqu'à reglisser en posture de victime. Je me sens exploitée, par exemple. C'est toujours moi qui a la charge mentale de qu'on doit arriver à l'heure. Ça, toutes les personnes qui parlent de la charge mentale en posture, bref, je ne sais pas comment le tourner pour que ça soit pas trop jugeant. Je vais essayer de ne pas être une grande persécutrice, mais toutes les personnes qui disent l'autre ne m'aide pas, j'ai la charge mentale pour moi toute seule, vous êtes vraiment dans une posture de victime. C'est pas comme ça que on met en place une relation. Est-ce qu'au niveau de ces trois rôles, ça résonne pour vous? Est-ce que bah, vous vous reconnaissez dans une situation peut-être récente ou pas récente dans ce rôle? Et puis, je vais vous expliquer encore un petit peu des choses qui sont importantes. Ah, ça résonne. Ouais, je comprends. Il y a des questions aussi? Écrivez-les moi, hein, comme ça, je regarde. Ouais, ça résonne complètement. Est-ce qu'il y a besoin de d'autres exemples pour les trois rôles ou ils sont OK pour vous? Tiens, du coup, je reprends une question que j'ai par rapport à l'intention, les conflits au moment de la pandémie en raison d'un point de vue diamétralement opposé, bien évidemment, sur l'intérêt des vaccins du masque. Est-ce que là, vous comprenez que
quand vous démarrez une discussion, donc par exemple, on va parler de l'intérêt des vaccins, euh, il y a souvent, généralement, c'est pas un débat, hein, c'est on va rentrer dans un rôle. Donc, par exemple, euh, les vaccins sont absolument nécessaires. La personne A démarre sur les vaccins sont absolument nécessaires. La personne B en face va peut-être dire ah mais non, enfin, je prends les trucs qu'on a eu, hein, le gouvernement nous exploite. Enfin, je ne vais même pas utiliser les trucs, je les ai même pas en tête. Mais en fait, vous voyez, là, elle commence à rentrer dans la posture de victime, la personne B. Là, ça va renforcer le rôle du persécuteur, en fait. Si la personne ne prenait pas sa posture de victime, en fait, il y aurait plus de débat, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que le triangle n'existe pas s'il n'y a pas une victime, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux commencer, je vous donne un autre exemple pour que ça soit bien clair avec mon histoire du retard. Je peux commencer, ouais, t'es jamais à l'heure, enfin, voilà, t'es toujours en retard ou quoi que ce soit. Mais en fait, si mon conjoint, il arrive en disant, oui, t'as raison, ou non, c'est ta vision des choses, mais ne t'inquiète pas, je suis là. Vous voyez bien qu'il prend pas du tout une posture de victime. Mais en fait, en face, ça peut plus exister, hein, le persécuteur. Et c'est là où on utilise toutes les stratégies de communication. Il y a des personnes qui s'arrangent pour être toujours en position de victime. Oh oui, oh oui, j'en ai connu dans mon entourage. Il y en a une, c'est paix à son âme. Et il y en a un autre, et là je parle de ma famille, c'est même pas paix à son âme parce qu'il est encore vivant, mais c'est insupportable. Et en fait, c'est ça, c'est quand on est, je vais en parler de l'éducation. Quand on est vraiment dans un environnement depuis tout jeune où les personnes en face, il n'y a que des postures de victimes, on a tendance, et donc moi ça c'est mon histoire, c'est vrai que c'est mon cas, c'est le cas de pas mal quand même des personnes que j'accompagne, et c'est pour ça que j'arrive à le travailler, on a tendance dans ce cas-là à être et à jongler, soit sauveur, soit persécuteur, et du coup ça va souvent glisser dans beaucoup, beaucoup d'autres relations. Ça serait quoi de ne pas prendre le rôle de victime? Je viens de donner un exemple, donc je pense que il doit être clair. Voilà, ok, super. Donc, je continue, génial. Merci pour vos partages, c'est vraiment très très chouette. Donc du coup, comme vous allez comprendre, comme je viens de donner mon exemple, parce que c'est vrai que je prends toujours quelques exemples à moi, mais après si vous en avez, mais l'éducation va avoir vraiment une influence primordiale sur votre maturité à rentrer ou non dans l'un de ces rôles. Euh, Moi, j'ai déjà accompagné des personnes. Franchement, même dans ma posture de thérapeute, j'étais admirative de voir comment la personne était capable de ne pas rentrer dans un rôle ou dans un autre. C'était juste extraordinaire. Et donc, c'était il y a des années, je me rappellerai toujours de cette cliente. Je pense que ça remonte à plus de 10 ans. Et c'est pour ça que là, j'ai vraiment été dans les recherches de ce triangle parce que ça m'a inspirée. Et puis après, j'ai dit, ouais, non, mais en effet, en tant que thérapeute, puis en tant que femme et maman ou quoi que ce soit, il est hors de question que je commence à nourrir ça, puisque moi, dans mon éducation, ma mère, c'était une victime H24, mais sur tous les sujets du monde. Mais sur tous les sujets du monde. Et donc, du coup, bah, bien évidemment, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait un enfant qui voulait sauver maman. Parce que souvent, c'est ce qui se met en place. Déjà que les enfants ont tendance à vouloir sauver les parents dès qu'il y a une difficulté. Mais en fait, là, quand on a en plus des parents, un ou deux, des parents ou un environnement, parce que pas que les parents, mais un environnement où il y a plein de personnes qui se mettent toujours en position de victime. Je prends un autre exemple de personnes qui se mettent en position de victime, c'est ah bah il y a la hausse de l'électricité, bah, je peux rien faire, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la guerre ou quoi que ce soit. En fait, quand on dit que c'est la faute de l'autre, on remet son bonheur à l'extérieur, hein. Donc vraiment, ça, c'est ce qui peut se passer. Un parent persécuteur, ça, c'est des personnes qui peuvent en demander trop. Donc, par exemple, si vous avez eu
parent qui était très perfectionniste, anxieux, qui ne reconnaît pas le droit à l'erreur et à la maladresse, qui va sanctionner trop et trop sévèrement les écarts par rapport à sa norme d'exigence, qui sont elles-mêmes souvent... Une exigence est souvent démesurée aux yeux de l'autre, hein, d'accord? C'est juste un jugement de valeur et où est-ce qu'on met son niveau d'exigence. Mais du coup, les comportements répressifs du parent persécuteur vont bloquer la joie, vont bloquer l'insouciance, et du coup, l'enfant, bah, soit il va reproduire les mêmes schémas, soit il va se mettre plus facilement dans une posture de victime. Et le parent sauveur, souvent, bah, en fait, il ne demande pas, il n'exprime pas ses besoins, et il a l'impression de mieux savoir que l'enfant. Donc, par exemple, c'est, ah, je t'ai préparé ton goûter, hein, mange, hein, mon chéri. Non, mais maman, tu m'as même pas demandé si j'avais faim, quoi. Non, non, mais mange, hein, je sais que c'est bon pour ta santé. Je sais que c'est bon pour toi de faire ça. Et en fait, c'est souvent l'image de vouloir être un bon parent, c'est-à-dire que je suis la sauveuse, je fais les choses bien en tant que bonne maman, mais en fait, je ne réponds pas aux besoins de l'enfant. Et du coup, ça infantilise l'autre au lieu de développer son autonomie. Et puis, il va y avoir dans la partie aussi victimisation des parents, c'est des parents qui sont qu'on appelle infantiles, c'est-à-dire qui vont se montrer vraiment comme des personnes victimes, incapables de gérer sa vie, et qui va même se faire materner sans scrupule par ses propres enfants. Typiquement le schéma que moi j'ai eu. Donc, moi, je vous donne un exemple, hein. Je me rappelle à 12 ans, aller faire les courses parce qu'il n'y avait rien à manger. Mais il fallait marcher pendant 1,5 km avec un caddie, quoi, hein, parce que voilà, à l'époque, c'était ça. Et en fait, bah oui, j'étais devenue le parent de ma maman. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu. Donc est-ce que vous aujourd'hui, vous avez l'impression, du coup, un petit peu une question plus généraliste, comme je vous ai partagé moi par exemple dans les rôles où j'ai tendance à être un peu plus, est-ce que vous avez l'impression que vous écoutez en diffusion ou là maintenant, de prendre un rôle plus qu'un autre, notamment justement peut-être dans les conflits. Est-ce que vous vous voyez, il y en a un qui va émerger quand même ou dans votre quotidien très facilement plus qu'un autre. Et de nouveau, c'est pas un jugement, c'est juste d'aller voir celui qui émerge le plus. Hmm. Alors souvent, j'ai été dans le rôle de la sauveuse. Vous allez, on a toujours tendance à reglisser très facilement quand même dans les rôles qu'on a eus. Donc voilà, il faut juste être vigilante. Et puis si vous travaillez bien sur vous, on a tendance à moins glisser entre sauveur et victime. Ok, waouh, quelle belle acceptation d'avoir été dans ces rôles. C'est chouette. Est-ce qu'il y a des questions? Souvent sauveur avec un conjoint qui est 300% victime. Mais oui, regardez comment souvent il y a pas de sauveur ou de persécuteur sans victime, hein. Est-ce que ça, c'est bien compris? Parce que je trouvais qu'il y en a plein qui, malheureusement, n'expliquent pas bien cette dynamique. Alors, je crois que je joue tous les rôles en alternance. Ok, merveilleuse. Franchement, c'est totalement ok. Ok. Et par rapport à la question, je déroule et puis je vais y répondre. Ok. Vous me mettez bien vos questions, puis je les reprendrai toutes. Donc, parce qu'il y aura peut-être la réponse, et s'il l'a pas, si vous l'avez pas, vous me le dites. Concrètement, face à une remarque, face à une situation, là, où il y en a un qui veut avoir raison, euh, comment on fait quand l'émotion monte, quand on sent que la discussion va déraper sur qui a fait quoi? Le pouvoir de dire stop. Oser dire stop. Souvent, on n'ose pas arrêter une dispute parce que notre charmant ego veut avoir le dernier mot. Notre ego va nous dire et hurler là à l'intérieur de toi, mais si tu t'arrêtes maintenant, tu as perdu. Et l'ego?
c'est ça qui se dit. T'arrêtes pas maintenant. Il ou elle va croire qu'il ou elle a raison. Le pouvoir oser dire stop, c'est oser la paix. Et c'est du coup avoir le courage de désobéir à cette voix. C'est avoir le courage de dire, hé, je refuse de continuer sur ce terrain, car je t'aime trop, je nous aime trop, pour qu'on aille plus loin dans la discussion. Donc aujourd'hui, si j'ai envie que vous repartiez avec déjà une prise de conscience, ça pour moi c'est mon besoin, c'est que dire stop, oser dire stop, c'est un acte de courage et de puissance personnelle. C'est le courage de dire notre relation a plus de valeur que mon besoin d'avoir raison à cet instant T. Et du coup, c'est de refuser de laisser les sentiments, les ressentiments, pas les émotions, parce que les émotions, elles ont le droit d'exister et de venir, mais tous les trucs là qu'on se dit, piloter votre échange. Le véritable stop, ce n'est pas une fuite. Et attention, ce n'est pas claquer la porte ou bouder dans son coin. Parce que le silence peut être aussi violent psychologiquement que les cris. Le vrai stop, c'est juste un acte de protection. C'est poser une limite saine pour empêcher que la discussion ne devienne toxique, c'est-à-dire que je, tu, glissions dans un triangle dramatique. Et du coup, je reprends mon pouvoir en décidant d'être le gardien de notre relation, quand l'autre n'en est peut-être pas capable. C'est ça l'exemple que j'ai donné par exemple avec mon conjoint. Ok, ça va. Lui, il va décider juste de garder le lien. Et il va peut-être mettre sa limite, pardon, qui va être fais-moi confiance. On sera à l'heure, par exemple. C'est là que vous reprenez votre propre pouvoir. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que l'autre se calme, qui va peut-être être dans une posture de victime, qui va attendre la partie chez vous qui va le sauver, vous allez devenir vraiment acteur du changement. Vous allez créer un espace, une respiration. Vous ne cherchez plus à convaincre, vous cherchez à préserver. Et ça, c'est un exercice qui est très exigeant, qui demande de l'entraînement pour ne pas retomber dans les automatismes. Et c'est ça qui est la seule voie à transformer pour que on ait la paix plutôt que le besoin d'avoir raison. Alors, il y a dire stop qui est bien, mais bien évidemment, pour que le stop soit durable, il faut qu'il s'ancre dans un vrai travail sur soi. Il faut sortir du mécanisme automatique et aller identifier, comprendre vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui, dans l'attitude de l'autre, vient appuyer sur mon bouton aussi réaction immédiate? Qu'est-ce que son silence vient chercher chez moi? Qu'est-ce que son ton vient chercher chez moi? Et là, moi, c'est quelque chose, je travaille vraiment dans tous mes accompagnés. C'est le principe fondamental de la responsabilité. Et du coup, c'est vraiment une dynamique qui est très simple. Vous avez une personne en face de vous, votre partenaire, vos enfants, vos parents ou quoi que ce soit, qui rentre dans le jeu. Vous le voyez prendre un rôle. À cet instant précis, vous choisissez de ne pas rentrer dans le triangle. Bravo, là, vous y êtes. Vous avez fait le job. Et du coup, en refusant de prendre l'un des rôles, vous allez couper ce conflit. Vous n'allez plus nourrir cette dynamique qui, de toute façon, vous fera souffrir tôt ou tard. Rendez-vous compte que si vous voulez à tout prix avoir raison en mode persécuteur, mais vous pouvez tenir, et c'est là où il y a des personnes qui me disent « Ah ouais, mais moi, c'est des disputes à n'en pas finir qui m'épuisent. » Non, mais c'est épuisant. Mais c'est juste horrible à vivre, en fait, au quotidien. Donc, si vous, déjà, vous choisissez consciemment de refuser l'invitation que l'autre vous met sur un plateau d'argent de rentrer dans ce triangle, vous allez reprendre la responsabilité de transformer votre relation et de retrouver votre équilibre.
Et ça demande beaucoup de vigilance, celle aussi, de ne pas mélanger les dossiers et les sujets. Donc, par exemple, on va prendre quelqu'un autre que le partenaire, mais la belle-mère qui commence à critiquer les enfants et l'attitude des enfants ou le repas qui est trop cuit. Le classique, ça va être, ouais, de toute façon, ta mère, ou de toute façon, elle, ne fait que de critiquer tout ce que je fais depuis 30 ans. On mélange tous les dossiers. Ça, c'est vraiment, on amalgame toutes les situations pour donner raison à la posture de persécuteur, de victime ou de sauveur. Et donc, c'est pour ça que moi, quand je travaille avec les personnes, j'ai cette capacité en fait à dénouer les fils de la pelote, et c'est bien les fils. C'est jamais un fil qui fait toute une pelote dans les relations. Parce que quand vous comprenez vos schémas grâce à ce recul, vous allez vraiment développer la capacité de faire des choix conscients. Ok, là je traite ce sujet précis qui est la cuisson, hein, ou l'éducation de mes enfants, et je ne laisse pas les 10 dernières années de frustration donner à l'autre à manger en fait, à nourrir cet échange. Et c'est là aussi que j'ai envie de vous partager vraiment une nuance essentielle et très souvent méconnue. Le nom que tout le monde a retenu, c'est le triangle dramatique. Et pourtant, Stephen Karpman lui-même, il utilisait un autre terme pour décrire la sortie positive de ce triangle. Et en fait, ce triangle s'appelle le triangle compassionnel. Alors du coup, qu'est-ce que c'est la compassion dans ce contexte? C'est pas de la pitié, c'est une posture active. C'est la capacité plutôt, pas la possibilité, la capacité d'absorber, de ressentir, de percevoir la souffrance de l'autre derrière son agressivité ou sa plainte. Et la compassion, bah, ça permet la tolérance, ça permet la tendresse, ça permet la compréhension réelle de ce que l'autre traverse. C'est ça qui est important. Et du coup, Cartman, lui, va utiliser, enfin quand il a décrit tout ça, c'est de développer une approche qui est constructive. Et du coup, c'est aussi poser une analyse bienveillante sur le chaos qui vous amène. Ça, c'est quelque chose où je sais que dans mes accompagnements, je fais ça avec finesse et je vais toujours aller chercher ça et vous montrer que l'analyse, elle est là, le chaos, il est là. Et du coup, pour sortir de ce triangle dramatique, ou pour éviter d'y rentrer, parce qu'il y a des fois on peut quand même glisser, bah, l'idée c'est d'en sortir, ou alors on évite d'y rentrer. C'est bien évidemment plus simple si les deux personnes qui sont rentrées dans ce triangle ont l'envie d'en sortir, mais ça peut commencer, et l'idéal c'est que ça doit commencer par vous. Parce que c'est vous qui êtes là, c'est vous qui écoutez les conférences, c'est vous qui vous voulez du changement. Et donc, concrètement, par quoi on remplace un peu ces rôles? Ben, en fait, c'est juste on décline l'invitation à rentrer dans cette dynamique toxique et on adopte une nouvelle posture. Et il y a 3 attitudes clés qu'on va développer. Au lieu de sauver, donc faire à la place de l'autre et infantiliser, on va choisir la bienveillance, c'est-à-dire être présent, écouter, soutenir, sans jamais porter le sac à dos de l'autre. Par exemple, ça va être de dire, ah, je vois que c'est difficile pour toi, mais j'ai confiance en ta capacité à gérer cette situation. En fait, par la bienveillance, on rend à l'autre sa dignité d'adulte ou d'enfant. On parle beaucoup de bienveillance, mais pareil, de nouveau, on ne nous explique pas en fait. Mais c'est la carte vraiment à avoir. Si on est en mode victime, au lieu de subir, du coup, donc de se plaindre et ou d'attendre, on va choisir la vulnérabilité. Ça veut dire, c'est le courage immense. Les personnes qui sont souvent dans une posture de victime et qui ont le courage de dire, je me sens triste, j'ai peur, sans ajouter, c'est de la faute de, c'est de ta faute, et qui ont le courage d'exprimer un besoin sans reproche caché,
Vous passez de l'impuissance à l'authenticité à travers la vulnérabilité. C'est ça la posture à avoir. Et puis, au lieu d'agresser quand on est en mode persécuteur, critiquer, punir, mais on va choisir la puissance. La vraie puissance, elle est calme. Elle n'a pas besoin de crier. Juste, elle pose des limites claires. Elle exprime des valeurs fortes sans jamais chercher à écraser l'autre. C'est la fermeté du phare qui guide, mais pas celle du marteau qui brise. C'est ça. Et donc sur le papier, ces trois attitudes, bienveillance, vulnérabilité, puissance, ça semble évident. On est d'accord, on rêve tous d'être ce partenaire-là H24, d'être cette personne-là, même quand la belle-mère, elle critique mon repas que j'ai passé 10 heures à faire. Mais soyons honnêtes, le savoir est une chose, et vraiment l'incarner, je vais appeler ça, c'en est une autre. Puis, quand la fatigue est là, quand les vieux réflexes de défense reviennent au galop, et il n'y a pas d'âge pour ça, s'il vous plaît, ça pour moi c'est hyper important. On peut avoir 5, 10, 70 ans, on peut rentrer là-dedans, même qu'on a travaillé sur soi. Quand je vous disais que de temps en temps, je rentre encore, j'ai 15 ans de travail sur moi, d'expertise ou quoi que ce soit, de thérapie, et je vous parle, compte même pas le nombre d'heures, je peux vous assurer que quand je suis fatiguée, je vais rentrer dans certaines dynamiques. D'accord? Du coup, et surtout quand en plus l'autre appuie là où ça fait bien mal. Mais oui, sinon ça serait tellement plus simple si l'autre il faisait jamais rien. Ça serait tellement mieux. Donc du coup, il y a des fois on voit pas nos angles morts, on voit pas là, on va pas voir tout exactement. On pense qu'on est dans la bienveillance alors qu'en fait on est en train de sauver. On pense qu'on est puissant alors qu'en fait on est plutôt cassant. Et donc du coup sortir vraiment du triangle, ben ça ne s'improvise pas, c'est une rééducation constante. C'est un muscle qui se travaille. Mettre de la conscience, c'est vraiment ça. Donc par exemple, si vous sentez que vraiment vous tournez en rond dans ces scénarios, et si vous voyez que même malgré l'amour que vous avez pour votre partenaire, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs, pour vos parents, pour vos managers au boulot ou quoi que ce soit, et que vous désirez vraiment comprendre ce qui se passe dans votre relation, que vous souhaitez sortir de ce schéma, c'est possible. Si vous avez identifié tout ça, c'est peut-être aussi le moment de se faire aider pour voir vraiment ce que vous ne voyez plus. Et du coup, moi, je vous propose vraiment de ne pas rester seul avec cette intention. Si vous avez envie de sortir, faites-moi signe. Ça fait, comme je vous le disais, ça fait 15 ans que j'accompagne les hommes, les femmes, les couples à apprendre à mieux se comprendre, à mieux identifier les dynamiques relationnelles, à poser des mots sur les comportements et surtout à apporter plus de paix dans la relation de couple, bien sûr, mais pas que, avec les enfants, avec la famille, avec les frères et sœurs. Là, c'est vraiment des sujets que j'ai en plus, vraiment des personnes qui me sollicitent actuellement dans des périodes très compliquées. J'ai à mon actif plus de 10 000 heures de séances et j'ai accompagné plus de 3 000 personnes depuis 15 ans. Et c'est cette expertise poussée, mes recherches, mes formations et ma capacité à identifier très rapidement où sont les racines de la pelote de laine, où sont vos difficultés, où on va voir vraiment ce qui se joue dans la relation. Et ça va être grâce aussi vraiment à cette expérience que j'ai créé une méthode d'accompagnement puissante, rapide, qui est pensée pour vous rendre autonome, pour que vous puissiez, entre les séances, entre les vidéos et tout ça, entraîner votre muscle. Parce que je ne pourrais pas le faire à un moment donné à votre place. Mais du coup, vraiment, cette méthode vous permettra d'apprendre à vivre des relations sereines, en paix et épanouies. Et comme vous l'avez compris, chaque personne et chaque dynamique relationnelle est unique. Vous avez bien vu, vous pouvez avoir 10 personnes autour de la table que vous allez rentrer dans 10 systèmes différents. Du coup, il faut une approche sur mesure. J'ai donc créé plusieurs formules qui vont s'adapter à chacun.
Donc, par exemple, si vous êtes seul et que vous souhaitez travailler sur vous pour ne plus rentrer dans cette dynamique de sauveur, persécuteur, victime avec votre partenaire, vos enfants, les membres de votre famille et même au travail, c'est possible. Maintenant, si vous êtes à deux, en couple, ou frères et sœurs, ou à deux, parce que vous voyez bien qu'il y a un truc que vous avez envie de travailler, eh bien, je peux aussi vous accompagner pour apporter du changement dans votre relation. Donc, la première étape pour vous accompagner, c'est de comprendre votre besoin, car vous êtes unique. Et c'est pour ça que j'ai Mélanie. Elle n'a pas pu être là ce soir, mais Mélanie, c'est ma collaboratrice qui va être là pour vous guider. Elle ouvre son agenda pour vous. Elle est coach aussi depuis de nombreuses années. Et moi-même, je la connais et je la fréquente depuis de nombreuses années. Et en fait, on a décidé maintenant de collaborer ensemble pour vous offrir un espace, un temps d'écoute pour mieux vous comprendre. C'est-à-dire que c'est un échange de 30 à 45 minutes avec elle. Elle va vous écouter, comprendre votre situation, comprendre votre situation et elle va vous expliquer concrètement ma méthode. Puis, elle vous orientera vers la formule la plus adaptée à votre besoin. Parce qu'en fait, je suis sûre que à travers tout ce que j'ai créé, il y a vraiment une formule pour vous. Donc, je vous partage tout de suite dans le chat le lien pour fixer un appel. Cet appel est offert, d'accord? Par contre, le nombre de places est limité. Donc, puisqu'il nous reste plus qu'une semaine avant nos congés de fin d'année, donc elle a ouvert des appels pour vous vraiment la semaine prochaine. Euh, L'appel est offert. Donc, une fois que vous avez programmé votre agenda, votre rendez-vous, vous le notez dans votre agenda, vous recevez un mail de connexion pour le rendez-vous. Si vous ne recevez pas le mail, vous vérifiez dans les spams et s'il n'y a toujours rien, vous contactez Mélanie via ses coordonnées. Il y a soit le mail, soit par WhatsApp. C'est un numéro luxembourgeois puisque je suis au Luxembourg. Mais c'est Mélanie que vous aurez par message. C'est elle qui va vous proposer vraiment cet appel. Si vous regardez en rediffusion, c'est sous la vidéo toutes les coordonnées. Du coup, si vous êtes reconnu dans cette conférence par rapport au sujet que j'ai abordé et que vous avez envie de apporter du changement, 2026 se prépare maintenant. Réservez votre appel avant nos congés de fin d'année. Elle est disponible spécialement pour vous la semaine prochaine et vous allez pouvoir démarrer, vraiment prendre votre responsabilité pour sortir de tout ça et on démarre 2026, non pour avoir raison, mais pour être heureux. Donc réservez votre créneau vraiment maintenant, faites-le ce soir et on va vraiment vous accompagner. Prenez ce temps pour vous surtout parce qu'on est vraiment là pour vous aider à retrouver de la sérénité dans votre quotidien. Et surtout, c'est possible, c'est précieux et on vous l'offre. Donc, euh, juste un dernier petit partage et puis je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Euh, Même si vous avez des doutes sur vraiment ce que ça peut apporter, l'échange avec Mélanie va vous permettre d'avoir un éclairage en fait et de comprendre comment je peux vous accompagner. Elle connaît très 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 bien ma façon de travailler. Et elle vous expliquera vraiment comment vous allez pouvoir avancer, même si l'autre acteur de la relation n'est pas prêt, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est très important. Euh, voilà, vous avez le lien, vous avez ses coordonnées. Du coup, on arrive tout doucement à la fin de la conférence. Je vais reprendre l'ensemble de vos questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous laisse le temps un petit peu. Donc déjà aussi, vous pouvez aller sur l'agenda, réserver votre appel, ou en tout cas ouvrir le lien, et puis juste après la conférence, s'il vous plaît, faites-le. Et donc, il y a des questions que je vais reprendre. Vous me laissez une petite minute et je vais les parcourir. Alors, je vais remonter du coup tout en haut. Ok. Ma difficulté est d'oser dire à mon partenaire quand il m'a blessée car je me sens paralysée. Alors là, il peut y avoir plein de mécanismes qui se mettent en place. On n'est pas tellement dans la posture là du triangle dramatique. Moi, ce que je vois, c'est que surtout d'autres mécanismes.
notamment ce qu'on appelle un peu peut-être des traumas, qui fait qu'on a tendance à se figer dans certaines situations. Donc du coup, quand on est vraiment là-dedans, dès qu'on est paralysé un peu trop souvent par des situations, il faut se faire accompagner aussi pour pouvoir sortir de ce mécanisme. Et puis surtout, il faut comprendre aussi s'il vous blesse intentionnellement ou pas. Ça, c'est important. Du coup, en effet, est-ce qu'il prend la posture de persécuteur et que dès qu'en face, vous avez une personne qui est dans une posture de persécuteur, euh, si vous vous figez, vous rentrez pas forcément dans la posture de victime, là. C'est juste votre schéma interne qui se bloque. Donc, il faut le travailler pour ne plus être dans la paralysie. Euh, Alors, désamorcer les conflits, ça j'ai expliqué. La méthode, donc oser dire stop. Euh, Tout d'un coup, ça monte en épingle et on ne sait même plus pourquoi. On ne se comprend plus et il choisit de couper court. Ne me laisse plus parler et s'en va. Est-ce qu'il faut chercher, donc la question, est-ce qu'il faut chercher à garder le contact ou laisser partir? En fait, c'est la méthode stop, c'est-à-dire que quand ça monte en épingle, il y a un moment donné, reprenez votre responsabilité où vous vous êtes laissé embarquer dans un des rôles. L'autre a pris un rôle et vous vous êtes laissé embarquer dans un des rôles. Et en fait, il y a qu'un gagnant et qu'un perdant. Donc l'idée, c'est pas de chercher à garder le contact ou à le laisser partir, c'est plutôt de, OK, comment on fait? Donc là, par la communication. Alors, si le sujet de la communication est vraiment important là-dedans, vous pouvez vraiment, en prenant rendez-vous avec Mélanie, j'ai tout ce qu'il faut pour accompagner sur la communication, même en autonome. Donc, mais en fait, il faut aussi travailler le pourquoi ça monte en épingle. C'est-à-dire que l'autre a commencé à vouloir avoir raison, peut-être en posture aussi persécuteur, là, le truc un peu comme ça. Mais en fait, vous aviez le choix de ne pas rentrer là-dedans. Donc, c'est pas tellement dans cette situation chercher à garder le contact ou à laisser partir, c'est plutôt de nouveau chercher à ne même plus monter en épingle. Pour moi, il est là le vrai sujet. Et on est plus sur un sujet vraiment de communication et de système aussi, comment on fait pour ne pas se laisser embarquer par cette épingle. Ça, c'est vraiment important. Vous continuez à me poser vos questions, hein, je les déroule, hein, si vous en avez. Alors, conflit, ça je l'ai parlé au moment de la pandémie, je pense que j'ai répondu. Si c'est assez clair, vous me le dites. Si c'est pas clair, vous me reposez la question, mais pour moi, je pense que j'ai un petit peu expliqué. Euh, alors, une personne violentée autrefois par son conjoint et qui retombe dans les mêmes situations. Ne sait pas mettre les garde-fous et anticiper sa protection. Alors du coup, j'ai pas vraiment la question, je peux la supposer. Euh, En fait, là, je pense qu'on n'est pas spécialement dans le triangle dramatique parce qu'en fait, c'est plus une question d'aller voir, quand on est dans la violence, on est vraiment pour moi dans la relation toxique. Alors, le triangle dramatique est une forme de toxicité, hein, d'accord? Dès que vous rentrez là-dedans, vous êtes dans de la toxicité. Après, comme vous l'avez compris, ce triangle dramatique, vous n'allez pas le jouer, l'utiliser H24. Donc, on ne dit pas que la relation est toxique, on dit que la dynamique à cet instant-là est toxique. Dès qu'il y a de la violence, là, on parle de relations toxiques, parce qu'en général, il n'y a pas que de la violence physique, psychique, verbale, par les silences, il y a plein de choses. Et donc, en effet, quand on a mémorisé, consciemment ou pas, certains schémas relationnels, ben, il faut apprendre à en sortir. Et c'est vrai qu'il faut apprendre les garde-fous, il faut apprendre à oser dire les choses, il faut vraiment apprendre euh, c'est pas forcément anticiper sa protection parce que du coup on peut être trop sur les gardes et on laisse pas le lien se faire. C'est plutôt vraiment travailler assez sur soi
Ou alors se faire accompagner en début de relation aussi pour mettre les mots si, bon, bah, par exemple, cette situation, est-ce qu'elle paraît normale ou pas? Parce qu'il y a des fois, on va aussi percevoir que la relation, elle est peut-être pas normale, alors qu'en fait, c'est tous nos schémas qui sont en train d'interpréter certaines situations. Donc, être prêt à se faire accompagner, être prêt à avoir un regard, à prendre du recul avec quelqu'un qui s'y connaît bien en relation, s'il vous plaît aussi. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas spécialisés dans les relations et qui abîment les relations en disant bah tu dois travailler sur toi, tu dois t'exprimer, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais en fait, le thérapeute vous apprend juste à être un très très bon persécuteur au lieu de travailler la relation. Travailler la relation en thérapie, ça s'apprend et ça demande beaucoup d'expertise. Là, vraiment, je vous mets juste un petit peu de vigilance par rapport à si vous recherchez des personnes pour vous faire accompagner. Alors, quand la femme ressent qu'elle n'est pas secondée dans la gestion des besoins de la maison par son conjoint et que c'est une réalité objective, faut-il tout simplement accepter sans juger? Alors, comment vous dire? La réalité n'est jamais objective. C'est-à-dire que si vous mettez 10 femmes dans votre maison, devant vous et votre mari, je peux vous assurer que les 10 femmes n'auront pas la même vision que vous sur la répartition. Donc la réalité n'est jamais objective. Juste si ce soir vous repartez avec ça en disant ah, c'est moi et c'est pas une réalité objective, donc reprenez votre puissance parce que ça c'est limite la victimisation. Avec beaucoup d'amour, hein, je vous dis ça. Hein. Reprenez votre pleine puissance. C'est quoi? Vous avez des besoins. Vous avez un partenaire en face qui choisit d'y répondre ou pas. Donc, je choisis d'accepter ce partenaire ou pas. De toute façon, si vous rentrez dans le jugement ou si vous estimez que votre réalité est objective, et je suis désolée de vous le dire, ma réalité est objective, la vôtre est objective, mais en fait, elle est que subjective. C'est mon filtre, c'est mes lunettes, c'est mon monde intérieur qui va estimer que, bah, c'est là où il faut reprendre sa puissance. Est-ce que vous choisissez d'accepter votre partenaire tel qu'il est? Est-ce que vous établissez des limites? Est-ce que vous travaillez sur votre communication? Est-ce que vous choisissez de rester en couple parce qu'en fait, il y a plein d'autres bénéfices? Moi, j'adore hein, travailler le sujet. Alors, je sais qu'il est compliqué, mais c'est le partir ou rester. Se poser les bonnes questions. À quel moment on choisit de sauver son couple? À quel moment on choisit de communiquer? C'est là-dedans qu'il faut aller travailler. Donc, la réponse, elle n'est pas toute simple. Faut-il tout simplement accepter sans juger? Je pense qu'à un moment donné, il faut juste reprendre sa pleine posture, sa pleine puissance de je choisis un partenaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, pour moi, vous êtes dans aucun des rôles, vous êtes juste dans la conscience de vous. Je me mets en position plus faible pour répondre aux besoins du conjoint d'être sauveur. Waouh! Bravo pour cette belle prise de conscience. Donc, une personne qui dit vraiment qu'elle se met en posture de victime, plus faible, on va vraiment mettre les mots. Je me mets en posture plus faible, donc de victime, pour répondre aux besoins du conjoint d'être sauveur pour être valorisé, afin d'éviter le conflit. Est-ce qu'on est d'accord que là, on est dans une stratégie de fuite? Le vrai problème, c'est pas d'éviter le conflit, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que l'un ou l'autre rentre dans le conflit quand il n'est pas sauveur. Donc ça, c'est important d'aller mettre les bons mots là-dessus. Quand le stop n'est pas respecté, faut-il partir ou juste se taire pour ne pas nourrir? Donc, au niveau du stop, là je vous ai donné, alors ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est ensemble, donc je ne vais pas pouvoir tout vous donner, toutes les stratégies. Il y a toujours plein de stratégies différentes. De nouveau, moi si j'ai envie de vous apporter beaucoup de bienveillance, c'est que c'est pas une réponse toute faite ou un conseil comme ça, bah tu pars ou tu restes. Moi je suis pas du tout dans cette approche et d'ailleurs je me le permettrai jamais. Donc en fait, c'est justement travailler assez sur la façon de communiquer, la dynamique relationnelle, la relation, qu'est-ce qui se joue,
pourquoi le stop n'est pas respecté en fait. Travaillez tous ces aspects-là. Et si à la fin, votre conclusion est de rester, votre conclusion est de sauver le couple, votre conclusion est de partir, alors, de nouveau, vous n'êtes plus du tout en posture de victime, vous êtes vraiment en posture de pleine puissance parce que vous avez cheminé. Euh, Alors, j'ai une amie qui revendique dans ses relations, moi j'achète la paix. Est-ce une solution ou un non-respect de soi-même? Écoutez, moi je suis plutôt de... Je réfléchis une seconde. Ok, je vais nuancer à nouveau ma réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais je vais la nuancer. J'ai envie de dire que je suis plutôt aussi dans la dynamique j'achète la paix, que ce soit avec mes enfants, puis des fois non, avec mon conjoint et des fois non. Euh, et il y a des fois, je choisis d'acheter la paix, par exemple, en ne répondant pas à des messages qui n'apportent rien. D'accord? Je pense que ça peut être très sain si c'est sain pour soi. Après, j'achète la paix dans une autre dynamique. Je vais essayer de prendre un autre exemple, mais dans une dynamique. Oui, mon chéri, t'as raison, et j'en pense pas un mot. Là, je suis pas une grande fan parce qu'il y a un moment donné, quand je ne vis pas la vie que je dois vivre, c'est-à-dire quand je ne dis pas ce que je pense de manière bienveillante, il y a un moment donné, en fait, ça pète. Maintenant, si la personne, elle a envie d'acheter sa paix, moi, je la laisse dans sa toute-puissance, dans ses choix, dans ses responsabilités. Mais je pense que c'est une solution à vraiment nuancer. Pour moi, ça, c'est très, très, très important. Donc, par exemple, dire non, hein, c'est aussi une façon d'acheter la paix. Dire oui, ça peut être une façon d'acheter la paix. Donc, en fait, je pense qu'il faudra peut-être aller un poil plus loin et vraiment identifier les situations où elle achète la paix. Je suis pas certaine, alors excusez-moi si je prends cet exemple, qu'elle dise non si, allez, je prends un exemple pas trop trop cru, mais si elle se fait gifler, est-ce qu'elle achète sa paix en restant là-dedans? Bon, vous voyez, je pense qu'il y a un peu de nuance à avoir. Et là, pour moi, c'est le non-respect de soi-même. Mais attention, là, je suis dans mes filtres et je suis dans mes filtres et dans mon partage, mes conseils en tant qu'experte. Ok? Euh, Voilà, voilà. J'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a que je n'ai pas vues? Est-ce que, il y a des questions merci pour tous ceux qui essaient là et qui doivent nous quitter. Ben oui, ça fait déjà 1 heure et demie. Merci surtout. J'espère que vous avez réservé votre appel, hein. Il reste quelques places pour la semaine prochaine pour échanger avec Mélanie. C'est nécessaire avant tout travail avec moi, d'accord? Parce qu'elle va vraiment filtrer. L'appel est offert en plus, donc il n'y a aucun engagement, mais elle va vraiment vous diriger vers la bonne, bonne, bonne formule que j'ai. Donc, merci pour cette belle conférence. Ah, merci pour votre belle présence. C'est vraiment toujours agréable. Donc voilà, donc surtout s'il y a des questions, dites-le moi. Je suis en train de regarder. Euh, Ouais, j'ai une question aussi, voilà, que j'avais bien vue en privé. J'ai l'impression que c'est toujours moi qui dois faire le travail, qui dois prendre sur moi ou lire des livres de psycho ou assister à des conférences. Si je sors du triangle et que j'arrête de gérer en tant que sauveuse, j'ai peur que tout s'effondre ou que rien ne fasse. Ça peut peut-être aider la personne sur la question du conjoint. Pourquoi est-ce à moi de changer alors que c'est lui qui ne fait rien? En fait, ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et je la comprends, cette fatigue. Et du coup, c'est vraiment épuisant, en fait, de porter une certaine charge. Mais pour moi, il y a une illusion d'optique. C'est-à-dire que tant que vous gérez pour éviter que ça s'effondre, vous occupez tout l'espace et sans le vouloir, vous êtes sauveur. Donc du coup, vous allez valider implicitement que l'autre est incapable de faire. Et vous envoyez le message, je vais le faire, et en plus, ça sera mieux fait. Donc,
Oui, si vous arrêtez ce rôle, demain, il va y avoir une période de transition, de turbulence. Il y a des choses qui seront probablement oubliées. Mais en fait, c'est ce vide où vous allez aussi créer des obligations envers votre partenaire à reprendre sa place. Et donc, du coup, vous ne faites pas le travail à sa place en sortant du triangle. Vous arrêtez de compenser. Et ça, pour moi, c'est le geste le plus puissant que vous pouvez faire. C'est pas un cadeau que vous faites à lui, c'est un cadeau que vous vous faites à vous pour votre propre paix. Vous changez la dynamique pour ne plus vous épuiser. Voilà, c'est la question que j'avais vue qui était passée. Merci beaucoup aussi pour votre présence, bienveillance. Et si le partenaire ne veut rien changer, pour moi, on se pose la question de la relation, vraiment. Là, vraiment, vous pouvez prendre un appel avec Mélanie pour poser la question du partir ou rester. Donc, sauver son couple, si oui, parce que c'est important pour moi, même s'il ne veut pas changer, comment, quoi, qu'est-ce, comme c'est quoi les stratégies, comprendre le couple, comprendre toutes les dynamiques qui se jouent, ou alors à un moment donné, si je veux partir, mais que j'ai plein de peur, j'en sais rien ou quoi que ce soit, ça se travaille. Et ça, vraiment, il faut reprendre vraiment sa posture au-delà de la persécutrice, du sauveur ou de la victime par rapport à ça. Donc prenez un rendez-vous, vraiment. Ça ira, Mélanie ira beaucoup plus en profondeur avec vous, justement, si vous avez cette question-là. Eh bien, écoutez, il n'y a plus de questions. Merci, merci, merci beaucoup pour, eh ben, vous savez quoi, cette dernière conférence de l'année. Il me reste la semaine prochaine et puis après, je serai en congé. Donc, Mélanie, elle a encore quelques places. Je le vois dans l'agenda. Je suis en train de regarder, hein. Donc, la semaine prochaine, elle prend les quelques appels la semaine prochaine pour préparer. Ouais, ah oui, il ne reste plus beaucoup de créneaux, je vous le dis. La semaine prochaine, donc vous pouvez réserver ceux qui sont en rediffusion, allez-y. Après, on va être en congé pendant 2 semaines pour vous retrouver en début d'année et vous accompagner de la meilleure des façons. Donc, merci à tous. Bonne soirée. Si vous avez besoin de réécouter cette conférence, elle sera disponible en rediffusion. Donc, vraiment, écoutez, merci à tous ceux qui sont présents. Vraiment, c'est vraiment très chouette de vous savoir là. Et j'espère que vous allez pouvoir choisir la paix plutôt que d'avoir raison, même sur la répartition des tâches, mais d'une façon, comme vous l'avez compris, où on ne rentre pas dans ce triangle. Donc vraiment, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Si vous avez la moindre question, message à Mélanie. Bon, vous avez mon mail aussi, si jamais il y a besoin. Donc en rediffusion, s'il y a une question, voilà, on est là de toute façon pour répondre et vous accompagner. Prenez soin de vous, bonne soirée et à très bientôt.